Le 6 août 1945, un seul B-29 largue une bombe sur Hiroshima. À Tokyo, le ministre de la Guerre, Korechika Hanami, lit les rapports de dégâts et rit. Propagande américaine. Le silence radio de la ville signifie simplement des lignes de communication coupées, rien de plus. Puis le physicien Yoshio Nishina parcourt 30 miles à travers des ruines radioactives et prononce 4 mots qui changent tout. C'était la fission atomique. Voici l'histoire de 96 heures où la nation la plus militarisée de la Terre a réalisé que la guerre était terminée. Qu'elle l'accepte ou non, le déni initial. Laissez-moi vous montrer ce que Tokyo savait réellement le 6 août. Rien. L'enquête stratégique de bombardement américaine a documenté ce qui s'est passé. La station de radio d'Hiroshima s'est éteinte à 8h16 du matin. Le centre télégraphique ferroviaire de Tokyo a remarqué que le télégraphe de la ligne principale avait cessé de fonctionner juste au nord d'Hiroshima. L'opérateur de contrôle de Tokyo a tenté de rétablir le contact. Silence. Le quartier général militaire a essayé d'appeler la station de contrôle de l'armée à Hiroshima. Aucune réponse. Mais voici le problème. Ce n'était pas inhabituel. Les B-29 américains détruisaient systématiquement les villes japonaises depuis des mois. En mars, un seul raid de bombardement incendiaire sur Tokyo avait tué plus de 100 000 personnes. Les perturbations radio étaient routinières. Les pannes de communication étaient attendues. Alors, quand des rapports vagues ont commencé à filtrer concernant un nouveau type de bombe et des dégâts considérables, le cabinet de guerre impérial les a rejetés. Exagération, panique, peut-être une attaque incendiaire à grande échelle. La réponse du ministre de la Guerre Hanami, documentée dans le jour le plus long du Japon, était caractéristique. Les Américains essayaient de choquer le Japon pour qu'il se rende avec des affirmations dramatiques. L'arme n'avait pas d'importance. L'esprit japonais prévaudrait. Le déni a duré exactement 48 heures. L'enquête. Le 7 août, Tokyo a envoyé une équipe d'enquête dirigée par le lieutenant-général Seizo Arisue. Il ne pouvait pas voler jusqu'à Hiroshima, car il n'y avait plus d'aéroport à Hiroshima. Il ne pouvait pas prendre le train, car les voies se terminaient en métal tordu à 20 mètres à l'extérieur de la ville. Alors, ils ont marché. Downfall de Richard Frank décrit ce qu'ils ont trouvé. Les derniers 30 miles d'approche montraient une dévastation progressive. D'abord des fenêtres brisées, puis des bâtiments effondrés. Puis rien. Juste de la terre aplatie et des cendres, là où 90 000 bâtiments s'étaient dressés. Le rapport de l'équipe à Tokyo était clinique et dévastateur. Une seule bombe avait créé une boule de feu d'1 mile de diamètre. Les effets de souffle s'étendaient sur 4 miles. Le rayonnement thermique avait provoqué la combustion spontanée de matériaux inflammables jusqu'à 2 miles du point de détonation. Mais Tokyo avait encore besoin de confirmation. Était-ce vraiment la fission atomique ou juste un explosif conventionnel massif? Ils ont envoyé le seul homme au Japon qui pouvait répondre à cette question. Le verdict de Nishina. Yoshio Nishina était le principal physicien nucléaire du Japon, l'homme qui avait essayé de construire la propre bombe atomique du Japon depuis 1941. Il savait exactement quoi chercher. Le 8 août, Nishina a marché à travers les restes d'Hiroshima avec un compteur Geiger. Le musée nucléaire documente ses découvertes. Rayonnement gamma résiduel, signature isotopique spécifique, schéma de souffle cohérent avec une détonation aérienne à altitude optimale. La physique était indubitable. Ce n'était pas une explosion chimique amplifiée. C'était de la matière se convertissant directement en énergie. Son rapport officiel au cabinet de guerre contenait une évaluation cruciale. Les Américains ont réussi la fission de l'uranium. Sur la base de la capacité industrielle, ils ont probablement produit au moins 3 bombes avec d'autres à suivre. Cette dernière partie était cruciale. Une bombe pouvait être rejetée comme un coup de chance. Ressources épuisées. 3 ou plus signifiait une production à échelle industrielle. Cela signifiait que chaque grande ville japonaise pouvait être effacée une par une sans qu'un seul soldat américain ne débarque sur le sol japonais. Le cabinet de guerre impérial s'est réuni le 9 août pour discuter des conclusions. La réunion a duré 4 heures. Aucun consensus. Les partisans de la ligne dure, dirigés par Hanami, ont plaidé pour la poursuite de la guerre. 1 bombe, 2 bombes, même 10 bombes. L'esprit japonais restait intact. Les Américains devraient finalement envahir, et l'opération Ketsugo leur ferait payer un prix trop terrible à accepter. Puis les nouvelles sont arrivées de Nagasaki. Le 9 août, le point de rupture. À 11h02 du matin le 9 août, pendant que le cabinet de guerre débattait, une 2e bombe atomique a détruit Nagasaki. Racing the Enemy de Tsuyoshi Hasegawa révèle que pour la direction japonaise, le timing était catastrophique. Il s'était convaincu que même si la première bombe était réelle, en produire une autre prendrait des mois.
Les Américains n'avaient suffisamment de matière fissile que pour une arme de démonstration. Nagasaki leur a prouvé qu'ils avaient tort. Mais quelque chose d'autre s'est produit le 9 août qui comptait tout autant, peut-être plus. À minuit, l'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon et a envahi la Mandchourie avec 1 500 000 soldats. La stratégie japonaise pour toute la guerre avait été construite sur une hypothèse. S'il pouvait rendre une invasion américaine trop coûteuse, le Japon pourrait négocier une reddition conditionnelle, possiblement par médiation soviétique. L'empereur pourrait être préservé, la structure militaire pourrait rester intacte. Une certaine version de l'empire japonais pourrait survivre. L'entrée soviétique a complètement détruit ce calcul. Japan's Decision to Surrender de Robert Buteau explique que le cabinet de guerre avait compté sur la neutralité soviétique. Maintenant, le Japon faisait face à des ennemis sur tous les fronts sans aucune option diplomatique restante. 2 bombes atomiques, invasion soviétique, et les B-29 américains régnaient toujours dans les cieux, prêts à larguer plus de bombes sur demande. Dans la nuit du 9 août, l'empereur Hirohito a convoqué une conférence impériale dans l'abri anti-aérien du palais. Nous devons endurer l'inendurable. La conférence a duré jusqu'à 2 heures du matin le 10 août. La faction militaire, dirigée par un ami, a plaidé pour Ketsugo. Continuer à se battre. 100 millions de Japonais mourraient comme un seul joyau brisé, plutôt que d'accepter la défaite. Les bombes atomiques étaient terribles, mais la reddition était impensable. La faction civile, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo, a soutenu que la résistance supplémentaire était un suicide. Les Américains pouvaient détruire le Japon ville par ville sans jamais débarquer de troupes. Le cabinet était dans l'impasse, 3 contre 3. En 2000 ans d'histoire japonaise, l'empereur n'avait jamais brisé une égalité du cabinet sur une question de guerre. Les empereurs ne prenaient pas de décision politique. Ils ratifiaient le consensus de leurs conseillers. À 2 heures du matin le 10 août, le Premier ministre Kantaro Suzuki a fait quelque chose de sans précédent. Il a demandé à l'empereur Hirohito de décider. La réponse d'Hirohito est préservée dans les archives du projet Avalon de Yale. J'ai réfléchi sérieusement à la situation qui prévaut au pays et à l'étranger, et j'ai conclu que continuer la guerre ne peut signifier que la destruction pour la nation. Je ne peux pas supporter de voir mon peuple innocent souffrir plus longtemps. La phrase qui résonne à travers l'histoire est venue ensuite. Nous devons endurer l'inendurable et souffrir ce qui est insupportable. L'empereur avait parlé. Le Japon se rendrait. Le dernier samouraï. Le ministre de la Guerre a quitté la conférence en silence. Pendant les 4 jours suivants, il a continué ses fonctions, mettant en œuvre la décision de l'empereur, tandis que des officiers de la ligne dure autour de lui complotaient un coup d'État pour empêcher la diffusion de la reddition. Anami a tranquillement refusé de les rejoindre. L'empereur avait décidé que c'était définitif. Le matin du 15 août, quelques heures avant que la diffusion de reddition de l'empereur Hirohito n'atteigne le peuple japonais, Anami a commis le seppuku dans son bureau. Sa note de suicide, préservée dans les archives nationales du Japon, ne contenait aucune justification, aucun argument final pour continuer la guerre. Juste 7 mots. Croyant fermement en l'éternité de notre terre divine. Le dernier samouraï du Japon impérial est mort en croyant qu'il avait échoué. Il ne l'avait pas fait. Il avait passé ses derniers jours à s'assurer que la décision de l'empereur serait exécutée, empêchant le coup d'État des partisans de la ligne dure et s'assurant que la reddition du Japon serait complète et inconditionnelle. La diffusion à midi le 15 août 1945, la diffusion de la Voix du Joyau, a été diffusée à travers le Japon. La plupart des citoyens japonais n'avaient jamais entendu la voix de leur empereur. Beaucoup ne comprenaient pas son langage formel et archaïque, mais ils comprenaient suffisamment. La guerre était terminée. Le Japon avait perdu. Downfall, de Frank, note que la diffusion durait moins de 5 minutes. Elle mentionnait les bombes atomiques une fois, avec précaution. L'ennemi a commencé à employer une bombe nouvelle et des plus cruelles, le pouvoir de laquelle pour faire des dégâts est incalculable. Une arme, 2 villes, 4 jours de réalisation. 96 heures du déni à l'acceptation. La nation la plus militarisée de la Terre, prête à sacrifier chaque civil pour la défense de la patrie. Mise à genoux non pas par une invasion écrasante, mais par la compréhension soudaine que la résistance était physiquement impossible. Le char Tigre a échoué parce que l'ingénierie parfaite signifiait une réalité imparfaite. Le Japon impérial a échoué pour la raison opposée. Une stratégie imparfaite a rencontré une destruction parfaite. Le ministre de la Guerre Anami a ri de la propagande américaine le 6 août et est mort de sa propre main le 15 août. Non pas parce qu'il était un lâche,
mais parce qu'un physicien a marché à travers des ruines radioactives et a confirmé que la guerre que le Japon était prêt à mener n'existait plus. Si cette histoire de la semaine qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale vous a captivé, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de plongées profondes dans les moments où l'histoire a pivoté sur des décisions impossibles. Laissez un commentaire. Le Japon aurait-il pu se rendre plus tôt? Ou fallait-il vraiment des armes atomiques pour mettre fin à la guerre? Merci d'avoir regardé.